France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. Et à la une cette semaine, le déplacement du ministre délégué aux Outre-mer à Mayotte. On en parle dans quelques instants. A tout de suite. Lors de ce déplacement à Mayotte, le ministre délégué aux Outre-mer a fait une halte au stade de Cavani. Philippe Vigier y a visité le premier camp de migrants du territoire. Installé cet été, ce camp accueille des ressortissants de l'Afrique des Grands Lacs et suscite de vives tensions. Yasmine Jaffar, Assadi Razafitseno. Ici vit une famille originaire de la République démocratique du Congo. Difficile d'entendre les échanges, la rencontre est brève, mais elle redonne de l'espoir aux demandeurs d'asile. Nous voulons l'hébergement d'abord et tout ça parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas de l'eau potable, il n'y en a pas de nourriture. L'installation de ces migrants dans le stade de Cavani est parfois source de tension. Sur ces images amateurs, on y voit les habitants de Cavani venus déloger manu militari les migrants. Une situation qui inquiète le département propriétaire du site. Nous voulons récupérer notre foncier. À chaque fois, il y a un mot de l'État qui dit « oui, mais ces gens-là sont là, il faut s'en occuper ». Arrêtez ces gens-là aux frontières. Mais le département Mayotte, avec 374 km², ne peut pas accueillir tout ce bon monde, je suis désolée. C'est impensable dans un autre département de laisser faire comme ça des gens qui font leurs besoins et leurs lessives dans les caniveaux. C'est indigne, c'est inacceptable. J'entends les messages des élus et du conseil départemental. Et je vous dis très clairement que la situation ne peut pas durer. Quand je dis qu'elle ne peut pas durer, il y a des gens qui sont en situation régulière, ils n'ont pas vocation à rester sur le sol français. Pour les autres, il faudra voir comment on trouvera éventuellement des solutions d'hébergement. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser s'instaurer au milieu de la commune un endroit, une zone de non-droit. Mayotte est devenue la destination prisée des Africains ces dernières années. En 2022, sur les 3812 demandes d'asile, seules 545 protections ont été octroyées. Même situation en Guyane où elle s'est fréquemment transformée en camp de réfugiés. La place des Amandiers a de nouveau été évacuée à Cayenne. Plusieurs dizaines de familles de migrants ont été déplacées vers des centres d'accueil temporaires. En 2022, 1100 places d'accueil étaient disponibles pour 2800 demandes de logement. C'était un souhait d'Emmanuel Macron, l'ouverture d'une cité de la langue française. Elle a eu lieu cette semaine dans un château de Villers-Cotterêts, dans les Hauts-de-France. Mais quelle est la place accordée aux langues d'outre-mer dans cette immense bâtisse? On voit cela avec Célimou Médour, Victor Pérez-Boucheron et Alban Lucien. Une cité à la gloire de la langue française. Un lieu hautement symbolique. Ce lundi, dans ce château de Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron a tenu à souligner l'importance des langues régionales dans la langue française. Elle doit cohabiter harmonieusement avec nos 72 langues régionales, dont le breton, le basque, le béarnais, le gascon, le provençal, tous les occitans, le catalan, le corse, les parlers romans ou créoles, les langues kanak, polynésiennes. Une cohabitation linguistique, mais le président de la République n'oublie pas que le français s'est parfois imposé par la force au temps des colonies. C'est par Senghor, par Césaire, par Kateb Yassine, Mariama Ba, Marie Scondé, tant d'autres, qu'a été fondée la possibilité morale de dissocier l'opprobre des colonies et la beauté du français. Toutes les langues sont égales du point de vue de la dignité. C'est pourquoi je veux que nos langues régionales soient encore mieux enseignées et préservées, qu'elles trouvent leur place dans l'espace public en un juste équilibre. Un équilibre pas vraiment évident dans cette cité internationale. Sur les 72 langues régionales officiellement reconnues, 55 viennent d'outre-mer. Mais toutes sont réunies dans cette unique petite salle au premier étage du château. C'est le tahitien? Exactement. Ah oui, voilà, d'accord. Le tahitien, ça Une reconnaissance à minima pour certains, l'académicien Dany Laferrière incite les contestataires à faire porter leur voix. Il faudra protester, il faut en parler, ça c'est sûr que c'est important. Chaque groupe doit regarder un peu sa place et essayer de signaler s'il y a un manque, une injustice quelque part.
Mais la direction dit ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Son objectif avec cette salle, donner envie aux visiteurs d'aller plus loin. Une attente interminable, c'est le prix à payer pour faire réparer son véhicule en Martinique. Dépannage, stockage, tôlerie, les garagistes sont débordés. Alors il faut parfois patienter plusieurs mois. Certains professionnels n'acceptent plus aucune voiture. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Franck Zozor et Thierry Saucan. Il est un peu plus de 7 heures. Jean-Élie et son fils sont déjà sur les routes pour la première voiture de la journée. Le métier de dépanneur automobile n'est pas de tout repos et les heures ne se comptent pas. On peut partir de chez nous allez, à 3 h du matin par moment et rentrer chez soi à 3 h du matin le lendemain. Nouvelle mission pour Jean-Élie. Livrer un véhicule à la zone de la Lézarde au Lamentin, chez un spécialiste du parallélisme. Ça va. Et juste à côté de ce garage, un taulier. Ici, plus de place pour réparer des voitures. Ce garagiste, comme beaucoup d'autres, fixe ses rendez-vous dans plusieurs mois. On se croirait chez un spécialiste de la médecine. On refuse des voitures. On ne peut pas non plus faire plaisir. On veut, mais on ne peut pas faire plaisir aux clients. Là, on fixe des rendez-vous dans 3-4 mois minimum. Les véhicules attendent. Heureusement pour eux, ils roulent. Mais il faut prendre de patience. Quoi qu'il en soit, les garagistes doivent aujourd'hui se débrouiller pour trouver des pièces. On a tendance à chercher de manière plus mondialisée. Ça m'est arrivé pour un véhicule de commander aux États-Unis. Mais on se débrouille parce que de toute façon, il faut pouvoir assurer la garantie. Donc il faut des conditions d'achat qui soient cadrées. Ça ne peut pas être le client qui va chercher sa pièce, je ne sais pas où, ou acheter sur eBay ou acheter sur Le Bon Coin. Pourquoi les garagistes sont-ils débordés? Serait-ce à cause de la conjoncture internationale liée à la fabrication des pièces qui a changé depuis la crise du Covid? Serait-ce à cause des concessionnaires qui, aux Antilles-Guyane, ont très peu de stock? Quoi qu'il en soit, cette crise des pièces détachées pourrait davantage encore s'aggraver. La Toussaint a été, comme toujours, célébrée dans les Outre-mer, notamment en Guadeloupe, où les familles se rendent dans les cimetières et pour certaines dès le matin, afin d'embellir les tombes de leurs proches défunts. Occasion aussi d'y déposer quelques bougies qui scintillent traditionnellement jusqu'au soir à leur mémoire, comme ici à Pointe-Noire. Mais à la veille de cette Toussaint, les cimetières sont nettoyés et même modernisés. Vous allez le voir, à Nouméa, un cimetière s'est doté d'un outil technologique qui localise les tombes. Une petite révolution fort utile pour les visiteurs. Valentin Delforterie et Christian Favnec. C'est la dernière demeure de plus de 13 000 Calédoniens. Avec ses 12 hectares, le cimetière du 5e kilomètre prend parfois des allures de labyrinthe. Pour nos grands-parents, on cherche toujours, on ne sait pas... Enfin, nos arrière-grands-parents, on va dire ça comme ça. Vous savez toujours pas où ils sont? On ne sait toujours pas où ils sont. On sait qu'ils sont par là, mais où? Cette démarche laborieuse devrait maintenant devenir plus facile grâce à ce QR code affiché à l'entrée du cimetière. On peut faire une recherche par la barre de recherche. On tape le nom du défunt ou du concessionnaire qu'on souhaite rechercher. Par exemple, là, je prends un membre de ma famille. Ça me dit où est-ce que la concession est positionnée, dans le cimetière du 5e kilomètre, dans le carré D5, l'allée 1 et la rangée 25. Je clique dessus et l'application, hop, zoome directement dessus. Outre la localisation des tombes, le site contient d'autres informations pratiques, comme la durée restante de chaque concession. On a mis un an à développer tout cela, à rentrer toutes les informations qui sont dans les registres papier, à les informatiser, les scanner. Les registres sont parfois très anciens, ont pour certains plus de 200 ans. Et donc il a fallu faire tout ce travail de fourmi, de tout retaper ça informatiquement et de pouvoir l'entrer dans l'application. Après le cimetière du 5e kilomètre, l'application intégrera également celui du 4e d'ici l'année prochaine. Et pour finir, on parle chocolat à La Réunion et nous nous rendons chez l'unique producteur et transformateur de cacao de l'île. De la fève jusqu'à la tablette de chocolat, les produits de Franck Morel sont entièrement issus de sa culture. Jacques Payette, Laurent Figon et Willy Fontaine ont goûté pour nous. Octobre, c'est le mois de la récolte de la cabosse. Il faut avoir l'œil. Sur le même arbre, les fruits n'ont pas les mêmes couleurs. C'est une question de maturité. Les jeunes peuvent être récoltés, les autres le seront plus tard.
Sur les 7 hectares de terrain à Saint-Philippe, Franck a planté environ 1000 cacaoyers, dont 3 variétés de cacao, le Criollo, le Trinatario et le Forastero. Je travaille avec le Conservatoire international du cacao. Donc ils ont plein de variétés indigènes, des variétés parfois très résistantes aux maladies. En fonction de la variété, la production peut être du simple au double. Et un arbre, c'est environ 1 kg de fèves séchées au bout de 7 ans. Le cacaoyer reste un arbre sensible. Il a besoin d'ombre, du soleil, mais le plus important, il doit être protégé du vent. Il faut le cultiver en agroforesterie, donc protégé par des arbres mûrs, on va dire. Ici, les arbres protecteurs, c'est des fruitiers. À peine cueilli, assisté de son jeune frère, Florent, Franck s'attaque à l'écabossage, étape qui consiste à séparer les fèves de cacao de la pulpe blanche. Pour se démarquer des grands producteurs de cacao d'Afrique et d'ailleurs, Franck doit produire un cacao de qualité. La qualité passe par une bonne fermentation. Et en fin de compte, en faisant une très bonne fermentation, on arrive à ramener plein de saveurs dans une tablette de chocolat. Florent découvre pour la première fois le processus de fermentation. Il suit actuellement un BTS agricole avec une idée, rejoindre l'entreprise familiale à l'issue de ses études. On a quand même pas mal de variétés de produits. L'exploitation est quand même diversifiée. On a des épices, des sirops, des confitures. De la fève à la tablette, le processus est long. Après le séchoir de la pompe à chaleur, il y aura les étapes de torréfaction, broyage, conchage, jusqu'au moule de la tablette. Le chocolat, cru 2023 Made in Saint-Philippe, est annoncé pour le début décembre. Et c'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur france24.com et lapremière.fr. On le sait, cette semaine avait lieu la Toussaint, mais aussi Halloween, une fête de plus en plus populaire en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'en Polynésie. Une occasion pour un Calédonien de redécorer, regarder son jardin de fond en comble chaque année. Frisson assuré. Prenez bien soin de vous.